Bonjour, mon nom est Pierre Michaud. Je suis fier de vous présenter, en collaboration avec la Fondation du Musée du domaine de Pointe-Égamouk, la série sur l'histoire de l'automobile américaine présentée à Autostop l'an dernier. Les récits qui suivent sont de courtes biographies qui retracent le parcours de grands hommes qui ont marqué notre quotidien à jamais. Vous allez découvrir, en compagnie d'Éric Fortier, comment Henry Ford ou Walter P. Chrysler ont franchi des obstacles qualifiés d'insurmontables dans le monde de l'automobile. Anecdotes, révélations et récits surprenants sont à prévoir. Je vous souhaite de passer un excellent moment en compagnie de ces personnages légendaires. Bonne écoute! Henry Ford naquit le 30 juin 1863, l'année qui vit la fin de la guerre civile aux États-Unis, et grandit sur une ferme du comté de Wayne, au Michigan. Déjà à 16 ans, Henry Ford jouissait d'une certaine réputation dans sa localité pour sa dextérité manuelle. Conscient de son talent, il quitta le domicile familial pour apprendre le métier de machiniste. 3 ans plus tard, il avait acquis assez de connaissances pour concevoir une locomotive de ferme actionnée à vapeur qui devint le précurseur des tracteurs modernes. En 1883, il termine son apprentissage et se retrouve chez Westinghouse. Son travail consiste alors à mettre au point des engins à vapeur et de réparer des pièces d'équipement. Plusieurs années s'écoulent et Henry Ford, tout en continuant de prendre de l'expérience sur le marché du travail, met au point pendant l'hiver de 1893 un petit moteur monocylindrique à essence qu'il fait fonctionner pour la première fois dans la cuisine de sa maison. Plus tard, il fabriqua un moteur avec de vieux tuyaux qu'il installa sur un petit chariot muni de 4 roues de bicyclette. Le 4 juin 1896, après avoir défoncé une partie d'un mur de briques de sa maison pour sortir son véhicule, Henry Ford le conduisit triomphalement autour du pâté de maison. Et comme il était 4 heures du matin, ses voisins ne purent assister à la randonnée historique. Sachant qu'il pouvait faire mieux, Henry Ford se remit à la tâche et construisit, entre 1895 et 1899, un autre véhicule. Cette même année, il quitta son emploi pour se consacrer à l'industrie de l'automobile comme ingénieur en chef de la Detroit Automobile Company, qui fabriquait la Cadillac. Le refus de ses associés de construire des automobiles sur une grande échelle et non pour les classes privilégiées seulement entraîna sa démission. Par la suite, dans le but d'atteindre une certaine renommée et de partir sa propre compagnie, il travailla sur plusieurs automobiles de course et eut le courage de les conduire lui-même à la victoire. Enfin, le 16 juin 1903, Henry Ford créa la Ford Motor Company grâce à l'appui d'une douzaine de personnes qui crurent en lui, en investissant une somme totale de 28 000 $ en argent comptant. Les mois suivant sa création, les premières Ford des modèles A étaient assemblées. On en fabriqua 1708 dans les 15 premiers mois, qu'on vendit 750 $ chacun. Vers la fin de 1904, la A se transforme en C et hérite d'un capot même si le moteur reste sous la banquette. Dans l'ordre apparaissent ensuite les modèles B, E, F, K, N, R et S, pour finalement arriver au plus célèbre, le modèle T, lancé en octobre 1908. La production en série fit son apparition dans l'industrie automobile avec le modèle T.
Au tout début, en 1913, la première chaîne de montage mobile assemblait des magnétos à volant et le principe a été appliqué aux châssis qui furent d'abord transportés à titre d'essai d'un endroit à un autre au moyen d'une longue corde et poussés ensuite à la main. Plus tard, une ligne de montage entraînée par une chaîne fut installée et ce dispositif permit à la production d'atteindre le rythme effarant d'une automobile par minute. Jusqu'en mai 1927, on a construit plus de 15 millions de ce modèle T que les Américains appelaient le Thin Lizzy. En juin 1927, Ford ferma ses lignes d'assemblage pendant 6 mois pour préparer la venue d'un second modèle A, qui a vu le jour en décembre de la même année. Le nouveau modèle était disponible pour la modique somme de 385 $. Au total, près de 5 millions de modèles A furent produits. L'arrivée de la nouvelle Ford V8 le 31 mars 1932, avec son nouveau moteur de 65 chevaux, fut un point tournant dans l'histoire de Henry Ford, car ce nouveau modèle fut l'un des derniers conçus par celui-ci. Le V8 se vendait alors 460 $. De 1932 à 1945, le fondateur Henry Ford, par son entêtement, nuisait à l'évolution de sa compagnie et se fit dépasser par la concurrence. 2 ans plus tard, Henry Ford mourut à sa résidence de Fair Lane à Dearborn, au Michigan, la nuit du 7 avril 1947, à l'âge de 84 ans, à la suite d'une hémorragie cérébrale. Peu avant sa mort, Henry recommanda pour lui succéder l'aîné de ses petits-fils, Henry Ford II. Peu de temps après, les administrateurs mirent en branle un modèle, le Ford 49, ce qui permit à la compagnie de rattraper le temps perdu. L'histoire débute en juin 1901 lorsque la compagnie Olds Motor Works, dirigée alors par Ransom Ely Olds, qui devient plus tard Oldsmobile, commande un nouveau moteur au créateur de la Cadillac, M. Henry Martin Lelland, une sommité en matière de conception mécanique. Malheureusement, la compagnie n'avait pas prévu qu'un grave incendie frapperait leur usine. Ils durent annuler la commande faite à Lelland, due au manque de temps, à transformer leur outillage pour fabriquer le nouveau moteur. Pendant ce temps, William Murphy et Lemuel W. Bowen, des actionnaires de la Henry Ford Company, préparaient la vente de leurs actions pour se joindre à Lelland. Fait à souligner, à cette époque, Lelland et Ford avaient brièvement travaillé ensemble, mais cette association n'avait pas été heureuse. Ford voulait se spécialiser dans les voitures populaires, alors que Lelland avait des idées opposées avec l'opulente Cadillac. En octobre 1905, Murphy, Bowen et Lelland fondaient la Cadillac Motor Car Company. La Cadillac, réputée pour la précision de ses pièces, prit la route le 17 octobre 1902. Quelques années plus tard, en 1909, la General Motors, qui prend de l'envergure en achetant ses concurrents, devient propriétaire de la Cadillac Motor Car Company pour la somme de 5,5 millions de $. Les années passent et la Première Guerre mondiale éclate. Le gouvernement américain, en 1917, doit fabriquer tout un arsenal pour faire face à l'ennemi. Il fait donc appel à GM pour produire le moteur d'avion Liberty. Cette demande devint vite un sujet de désaccord entre Lelland et le fondateur de la General Motors, William Durand, qui ne voulait pas le fabriquer. Déçu, Lelland quitte la compagnie pour laquelle il travaillait depuis 8 ans. Malgré ses 74 ans, Henry Lelland n'hésita pas à créer la Lincoln Motor Company pour la fabrication des moteurs d'avion Liberty. Aussitôt, Lelland reçut une commande pour 6 000 moteurs et une avance de 10 millions de $ afin de lancer la production.
Bien que son entreprise connût un développement intense, la fin de la guerre vint rapidement. Il se retrouva avec un carnet de commandes vide, en plus d'une énorme dette. Lelen décida donc de lancer une nouvelle voiture de luxe, la Lincoln. C'est alors qu'il fit une première émission d'actions d'une valeur de 6,5 millions de dollars qui s'envolèrent en l'espace de 3 heures, ce qui permit de réorienter l'entreprise. Lelen, trop préoccupé par la qualité d'assemblage des composantes mécaniques, retarda indûment la sortie des premières voitures sur le marché. Bien que les Lincoln étaient des machines de qualité, elles présentaient un design dépassé qui nuisait aux ventes. La combinaison de ces facteurs provoqua alors la faillite de l'entreprise. En janvier 1922, Henry Ford saisit l'occasion et achète la faillite de la Lincoln Motor Company pour 8 millions. C'était une aubaine considérant le fait que la compagnie était bien organisée et que les actifs étaient évalués à 16 millions. De plus, on glorifiait Ford d'avoir sauvé l'honneur d'un nom respectable, Lincoln. L'opinion publique voyait d'un bon œil l'association entre le populaire Model T de Ford et le prestige de la Lincoln. Lorsque Ford prit possession de la Lincoln Motor Company, on a vu apparaître une photo géante de Henry souriant sur la façade du bureau-chef de la compagnie. Fait cocasse, le Detroit News avait publié une caricature d'une Ford Model T désembourbant une Lincoln. Henry Ford était le héros de l'heure. Cet événement mémorable dans l'histoire de l'automobile fut aussi une occasion en or pour Henry Ford de confier la présidence de Lincoln à son fils Edsel, qui avait un faible pour les grosses voitures raffinées. 10 mois plus tard, 5512 Lincoln furent vendus, soit 2000 de plus que Lelen avait pu vendre en l'espace de 17 mois. Sous l'égide de Edsel, dont le goût pour l'esthétique était reconnu, la Lincoln s'est transformée en une belle voiture. Les noms de Zephyr et Continental sont plus tard devenus synonymes de luxe. Ironiquement, c'est à Henry Martin Lelen, le créateur de la Cadillac, qu'on doit la prestigieuse automobile Lincoln, celle-là même qui allait devenir sa plus grande rivale. Walter P. Chrysler, le fondateur de Chrysler, est né en 1875, le 2 avril, à Wamego, au Kansas. Walter était d'abord et avant tout un travailleur manuel qui excellait dans plusieurs emplois jusqu'au moment où son père, un ingénieur de locomotive à la Kansas Pacific Railroad, lui transmet sa passion pour la mécanique. À l'âge de 17 ans, Walter P. Chrysler est apprenti machiniste à 5 cents de l'heure pour une entreprise locale. Seulement 1 an après son apprentissage et déjà, il sait construire une petite locomotive. Ces expériences lui permettent de gravir rapidement les échelons d'une compagnie à l'autre. Grâce à ses qualités de leader et de sa personnalité très compétitive, à 33 ans, Chrysler devient surintendant avec 10 000 employés à la Chicago Great Railroad, pour ensuite travailler à l'American Locomotive Corporation de Pittsburgh. Sa performance l'amène à faire ses débuts dans le monde de l'automobile en 1910, avec un titre de directeur chez Buick. Il demeure pendant 9 ans à la General Motors, puis il démissionne parce qu'il est incapable de supporter le caractère du fondateur William C. Durant. À 45 ans, il est millionnaire et quitte l'industrie de l'automobile. Quelques mois plus tard, alors que Walter P. Chrysler venait de prendre sa retraite, Willis Overland, un fabricant d'automobiles, fit appel à ses services pour sauver sa compagnie. En moins de 3 ans, la compagnie revient sur les rails et démontre à nouveau des profits. Il tire alors sa révérence avec une prime d'1 million de dollars. On le retrouve ensuite chez Maxwell Motors Corporation, un autre fabricant d'automobiles.
Maxwell vient de fusionner avec Chalmers, mais les deux compagnies sont en mauvaise position financière et Walter Chrysler a pour mandat de redresser le tout et, à nouveau, il réussira. Puis survint l'invraisemblable histoire de la naissance de la première voiture de Chrysler. Alors qu'il est chez Willis, Chrysler embauche 3 anciens ingénieurs de Studebaker, Zeder, Skelton et Breer, avec le mandat de dessiner une nouvelle voiture. Fred, you're proud of this car, aren't you? You're damn right I am. Après le départ de Walter Chrysler, Willis place sa compagnie sous la loi de la protection de la faillite pour échapper aux banquiers. Le prototype Zeder, Skelton et Breer est alors vendu aux enchères et acheté par Durand, président de General Motors, qui le modifie considérablement. Quelques mois plus tard, encouragé par les banques, Chrysler achète Maxwell. Il est président de cette compagnie lorsqu'en janvier 1924, il lance à New York la première voiture portant le nom de la Chrysler. En décembre, il s'en vend 32 000 au prix de 1 395 $, un record pour une nouvelle marque. C'est la première auto à prix moyen dotée d'un moteur à haute compression et cette voiture est pourvue entre autres de freins hydrauliques aux 4 roues et de pistons d'aluminium. Elle peut atteindre facilement 112 km/h. Au milieu de 1925, Walter Chrysler fonde Chrysler Corporation et fait un roulement d'actifs du fabricant d'automobiles Maxwell à la nouvelle société Chrysler. Au début du siècle, de futurs compétiteurs de l'industrie font leur apparition. Les frères Horace et John Dodge débutèrent en fabriquant des moteurs et des transmissions pour Willie Oates et son Oldsmobile. À cette même époque, ils signèrent un contrat avec Henry Ford pour la fabrication de moteurs, de transmissions et d'essieux du modèle A. Ford ayant des problèmes de liquidité, les frères Dodge deviennent alors actionnaires de sa compagnie pour ensuite se séparer de la Ford Motors Company pour fabriquer leur propre voiture. 8 ans après le double décès en 1928 des frères John et Horace Dodge, l'entreprise est vendue à Walter P. Chrysler. Exterior lines that have made stuff for your whole family, even room for my whole family. Yes, you ride in room. By the way, the new Dodge has plenty of luggage space too. In fact, if you're a big family man like me, better get a Dodge. La même année, il lance 2 marques. Plymouth, choisi en l'honneur des colons qui, en 1620, fondaient le premier établissement britannique en Amérique, et De Soto, en l'honneur de l'explorateur espagnol Hernando de Soto. Après avoir acheté Dodge et lancé les marques Plymouth et De Soto, Chrysler grimpe au 3e rang des constructeurs mondiaux. Strongest motor car in the world. And believe me, he swings the wheel. There it goes. Wow, a complete double somersault. C'est en 1934 que la compagnie Chrysler commettra sa première erreur avec l'Airflow. Une voiture révolutionnaire à plusieurs niveaux, mais qui subit quand même un échec cuisant. Quelques mois plus tard, ce grand de l'automobile dut abandonner son poste de président à cause de l'échec de l'Airflow. Il prit sa retraite et mourut le 18 août 1940, 5 ans après avoir quitté la compagnie qui portait son nom. D'où vient le nom Jeep? Certains croient que c'est un diminutif du mot General Purpose pour GP, dont la prononciation en anglais ressemble à Jeep. D'autres pensent que c'est un nom emprunté à un personnage de la bande dessinée Popeye. Mais comment l'histoire de Jeep a-t-elle vraiment commencé? Les débuts embryonnaires de la légendaire Jeep remontent à très loin. En fait,
Dès la sortie des premières voitures, les militaires la voyaient déjà comme un allié potentiel qui, armé ou équipé de divers matériels, pourrait rendre de multiples services. Dès 1908, la construction en chaîne du modèle T permet à Ford de développer et de réaliser des véhicules de patrouille et de reconnaissance pour l'US Armée et certaines troupes britanniques. Les modèles sont souvent équipés de mitrailleuses Lewis et peuvent transporter jusqu'à 4 hommes. Construites sur les mêmes bases que le modèle T, ces voitures servent pour un bon nombre d'entre elles à des actions en Afrique ou au Proche-Orient. Le 11 novembre 1918, après la signature de l'armistice, qui met un terme à 4 ans de combat, les constructeurs européens stoppent leurs recherches, alors que les Américains restent les seuls à vouloir développer un véhicule tout-terrain. Ainsi, dès 1919, la division technique de l'US Ordnance se penche sur le projet d'un véhicule de ce type, pouvant faire bonne figure sur route comme en tout-terrain. Le futur prototype doit avoir la capacité de franchir des cours d'eau et un profil bas lui permettant d'être difficile à repérer. Il doit pouvoir aussi transporter plusieurs soldats ou une arme automatique. Ainsi, les critères de base de la future Jeep sont lancés. Après le premier conflit mondial, c'est encore une Ford T privée de sa carrosserie qui est retenue pour mener la première batterie de test. Plus tard, en 1933, c'est au tour de American Austin à étudier et à présenter quelques modèles à l'US Armée, dont une Baby équipée de pneus ballons et d'une boîte arrière contenant 3 mitrailleuses montées en ligne sur le modèle 7. Mais ce véhicule resta à l'état de projet, la compagnie sombrant dans la faillite en 1934. Par la suite, American Bantam, qui fabriquait encore l'Austin 7, prêta quelques modèles à la Garde nationale dans le cadre de ses manœuvres en Caroline du Nord. Jugés intéressants aux yeux des militaires, ces derniers demandèrent à essayer de nouveau cette voiture. C'est à cette occasion que Bantam réalisa ce petit pick-up léger, testé la même année par l'infanterie. Enfin, le 19 juin 1940 fut un grand jour pour American Bantam. Le sous-comité responsable d'approuver un véhicule tout-terrain pour l'armée débarque à l'usine et y rencontre l'ingénieur en chef et le grand patron. Après une visite des installations, ils discutent du projet et décident des principales caractéristiques à retenir. L'engin doit obligatoirement avoir 4 roues motrices, une garde au sol d'au moins 16 cm, il doit pouvoir transporter 3 hommes et une mitrailleuse 7,62 mm à une vitesse de 5 km/h minimum. De plus, il faut qu'il soit entièrement refait de toutes pièces et non réalisé sur des bases déjà existantes. Francis H. Fenn et Harold Triss se disent prêts à relever le défi. American Bantam, avec l'entreprise Spicer, une société spécialisée dans la transmission, ayant déjà élaboré un système à 4 roues motrices, se lance dans la création du futur 4x4, un quart de tonne. La Deuxième Guerre mondiale est sur le point d'éclater et le gouvernement américain invite 135 manufacturiers à soumettre un prototype de véhicule tout-terrain destiné à l'armée. Le délai est incroyablement court, à peine 49 jours. Seulement 2 compagnies ont répondu à l'appel, Bantam et Willis-Overland. Bantam a pu livrer le véhicule dans les délais prescrits et remporta le concours. Mais comme les autorités doutaient de sa capacité de production, le gouvernement américain, pour se sécuriser, remit les plans et devis à Ford et Willis pour appuyer le constructeur Bantam. La première commande fut de 1500 véhicules. Au
Aux yeux du public, c'est la compagnie Willys-Overland qui était considérée comme la créatrice de la célèbre Jeep, alors qu'en réalité, le mérite de la conception et de la fabrication de la première Jeep livrée en 1940 à l'armée américaine revenait à American Bantam. Mais c'est la compagnie Willys-Overland qui prit les devants en voyant le potentiel pour le public de cette machine de guerre et entreprit aussitôt la fabrication d'une version civile, la CJ2A pour Civilian Jeep. Elle fut également la première sportive utilitaire mise en vente. Rapidement, Jeep devint un véhicule de classe mondiale exporté partout dans le monde. Enfin, en 1963, Willys Motors devient Kaiser Jeep Corporation. La compagnie continua d'offrir les produits Jeep jusqu'en 1970, année où AMC acheta cette dernière pour la somme de 70 millions. En 1869, la compagnie canadienne Buick-McLaughlin prend ses racines à Oshawa, en Ontario, et se spécialise alors dans la fabrication de carrioles à chevaux. En 1907, Sam McLaughlin signe un contrat avec le fondateur de GM aux États-Unis, William S. Durand. Celui-ci fournissait le moteur Buick, tandis que les McLaughlin construisaient le reste de la voiture à Oshawa. La première année, 154 automobiles furent fabriquées. Le Buick McLaughlin F de 1908 avait un moteur à 2 cylindres qui était situé sous la banquette arrière. À l'époque, le véhicule était propulsé par une chaîne. À l'avant, il y avait un générateur à acétylène qui combinait l'eau et du carbure et produisait ainsi l'énergie nécessaire aux lumières avant. Cette voiture avait également le meilleur système de direction à l'époque. Un an avant le lancement de la Buick McLaughlin, les concepts de voitures sans chevaux étaient un sujet de rigolade. Et sur les calendriers de l'époque, les gens qui les conduisaient étaient ridiculisés. Cependant, en 1908, un an après l'apparition sur le marché des automobiles Buick McLaughlin, les mêmes calendriers ont commencé à soutenir l'idée de se déplacer en automobile. Les bicyclettes étaient alors, à l'époque, le moyen de transport le plus économique. Mais les automobiles étaient de plus en plus populaires et cette situation ne convenait pas à tout le monde. Pourtant, peu de gens pouvaient se permettre d'acheter une automobile. Le prix moyen pour un modèle F était de 1 500 $. Ainsi, pour ceux qui pouvaient se permettre ce luxe, et afin de recueillir des éloges, l'automobile était devenue l'objet à montrer à tout le monde. En 1908, on vendit presque 200 voitures Buick McLaughlin. 4 ans plus tard, la compagnie produisait 1000 voitures par année et dans cette même année, on construisit la dernière automobile avec une carrosserie en bois. Désormais, on préférait les carrosseries en métal. Sam McLaughlin était le designer des carrosseries automobiles Buick McLaughlin depuis le début, jusqu'à l'apparition des carrosseries en métal. Les collègues américains de Sam McLaughlin reconnaissaient son génie en matière d'affaires. Il fut donc nommé à l'âge de 39 ans directeur de la compagnie General Motors. Grâce à la publicité faite par l'entremise du cinéma, tout le monde souhaitait avoir un modèle T à l'époque. De 1912 à 1914, comme la demande pour les automobiles avait doublé, Henry Ford lança la construction en série. Il réussit à produire le modèle T plus rapidement et à moindre coût. Néanmoins, il y avait un problème autant avec le modèle T de Ford qu'avec toutes les autres automobiles. La cause en était le démarrage, qui se faisait à l'aide d'une manivelle. Ainsi, l'effort nécessaire pour démarrer une voiture était très grand.
Charles Catering sauva la situation avec son invention, le démarrage automatique. Cette invention provoqua une augmentation fulgurante des ventes d'automobiles dans le monde entier. Sam McLaughlin réalisa que pour être compétitif sur le marché, il devait produire une automobile moins chère. Il obtint donc de la part de son ami William Durand, le fondateur de GM aux États-Unis, le droit de produire au Canada une marque nommée Chevrolet. La première Chevrolet, la 490, fut produite à Oshawa en 1915. Elle était au même prix que la Ford Model T, mais en plus, la voiture avait l'avantage du démarrage automatique. La Chevrolet construite à Oshawa connut un grand succès. La compagnie et Sam McLaughlin devinrent très prospères. La compagnie Chevrolet faisait désormais partie de la grande famille américaine General Motors. À cette époque, plusieurs centaines de compagnies d'automobiles aux États-Unis faisaient faillite. La compagnie McLaughlin, le plus grand producteur d'automobiles d'Oshawa en Ontario, se rendit compte que la production de modèles fabriqués exclusivement pour le Canada était synonyme de faillite. C'est pourquoi, en adhérant à la compagnie General Motors, la compagnie de McLaughlin devint la General Motors du Canada, évitant ici la possibilité d'une fermeture de l'usine. Sam McLaughlin put donc garder son poste à la présidence de la compagnie GM du Canada. À l'émission précédente, nous avons appris qu'en 1915, la Chevrolet 490, produite à Oshawa, en Ontario, avait un avantage majeur sur la concurrence, le démarrage automatique. Cette dernière connut un grand succès. Malgré cela, le propriétaire de l'usine, M. Sam McLaughlin, se rendit compte que la production d'un seul modèle, fabriqué exclusivement pour le Canada, était synonyme de faillite. C'est pourquoi, avec l'appui de son ami William C. Durand, il put adhérer à la grande famille GM. La compagnie devint alors General Motors du Canada et Sam McLaughlin put garder son poste à la présidence de la compagnie. En 1937, General Motors du Canada avait 13 000 employés et payait 35 millions de dollars en salaire. GM Canada était fier d'annoncer la sortie de la millionième automobile fabriquée en usine. GM offrait alors à la population 6 modèles. La Cadillac, la LaSalle V8, la Pontiac 6, l'Oldsmobile, Chevrolet et la Buick McLaughlin 8. La réputation des produits était exceptionnelle. Les voitures McLaughlin étaient même reconnues par les membres de la famille royale. L'automobile réalisée pour le duc de Windsor comprenait plusieurs innovations. Un bar, une lampe pour la lecture, ainsi qu'un interphone pour faciliter la communication avec le chauffeur. Le duc fut tellement satisfait du produit qu'il écrivit un télégramme pour remercier la compagnie. Une voiture a même été construite spécialement pour le couple royal, le roi George VI et la reine Élisabeth. En 1939, la Deuxième Guerre mondiale obligea Sam McLaughlin à orienter l'activité de la compagnie vers la production de machines de guerre. Désormais, on ne fabriquait que des voitures blindées et de l'équipement militaire. En 1942, on fabriqua également la dernière automobile civile et de 1939 à 1943, les producteurs canadiens d'automobiles fabriquèrent 500 000 véhicules militaires. La compagnie McLaughlin contribua également à la fabrication d'un bombardier de type Mosquito, le plus rapide bombardier de l'époque.
L'avion fut fabriqué à la même place que les anciennes carrosseries de bois des voitures Buick McLaughlin. Pendant le conflit, afin de soutenir l'effort de guerre et prôner l'économie d'essence, Sam McLaughlin se rendit chaque jour au travail dans une voiture tirée par un cheval. En 1942, à l'âge de 71 ans, il quitta son poste de président de la compagnie, mais General Motors, désirant qu'il y reste, lui offra le statut de président du conseil d'administration de la filiale canadienne et de directeur des compagnies américaines. La période d'après-guerre fut propice pour l'industrie automobile et en 1948, General Motors décida de revenir avec une campagne publicitaire à succès lancée par la compagnie 40 ans auparavant. What a thrill to take the wheel of a rocket Oldsmobile. In performance, it's a star. It's a rocket engine car. Futuramic through and through. It has high dramatic too. When you take the wheel of this Oldsmobile, there's a big new thrill for you. D'où vient le nom de Cadillac? Vous serez peut-être surpris d'apprendre que c'est un explorateur français, le sieur Antoine de la Motte Cadillac, à qui l'on doit le nom de la plus prestigieuse voiture américaine. De la Motte Cadillac est né le 10 mars 1658 à Saint-Nicolas-de-la-Grave, près de Toulouse, en France. Il s'est marié à Québec le 25 juin 1687. Il a côtoyé des personnages importants, comme Frontenac et Franklin. En 1701, il fonde la ville de Détroit, qui allait 200 ans plus tard devenir la capitale de l'automobile en Amérique du Nord. À la fin du 19e siècle, on vit apparaître rapidement plusieurs nouveaux constructeurs d'automobiles. Parmi eux se trouvait la Detroit Automobile Company. Malheureusement, le manque d'organisation de la firme eut pour conséquence l'arrêt de la production. Henry Martin Lelen, le futur créateur de la Cadillac, était branché directement à l'industrie de l'automobile grâce à son implication avec Ransom Ely Olds, le fondateur de la Oldsmobile. Il fut alors invité à participer à la liquidation de la DC, Detroit Company. Lelen allait pouvoir, à son tour, montrer son savoir-faire. Il présenta alors aux dirigeants de la Detroit Company un moteur qu'il avait lui-même conçu pour Oldsmobile. Sa conception parut suffisamment convaincante pour justifier un nouvel investissement de 300 000 $. Au mois d'août 1902, la Detroit Company fut rebaptisée Cadillac Automobile Company et Henry Lelen fut nommé le directeur général et conseiller technique. Grâce aux bases créées par Henry Ford, Lelen put concevoir avec son fils Wilfred la première Cadillac appelée le modèle A. La Cadillac modèle A montrait cependant beaucoup moins de raffinement dans ses caractéristiques que dans ses techniques de fabrication. Par exemple, son moteur monocylindrique de 1,6 litres était placé sous la voiture, avec une boîte de vitesse à 2 rapports raccordée aux roues par une chaîne. Quelques exemplaires furent vendus dès la fin de 1902, mais ce fut au Salon de New York, en janvier 1903, que Cadillac obtint du succès pour la première fois. Pour faire la preuve de la qualité de ses composantes, les Lelen, père et fils, envoyèrent 3 exemplaires au Royal Automobile Club en Europe, afin de participer à une compétition sur la résistance et la standardisation des pièces. Chaque voiture fut ensuite complètement démontée dans un premier garage.
Les boulons étaient séparés des écrous, les segments des pistons, etc. Dans un autre garage, toutes ces pièces furent soigneusement mélangées et on entreprit alors de remonter ces voitures l'une après l'autre. Les deux premières voitures démarrèrent au quart de tour. La troisième résista plus longtemps. Ce test mit en évidence aux yeux de l'industrie et du public l'ambition que poursuivait Henry Leland. Cette démonstration leur permit de remporter le trophée Dewar et d'acquérir plus de crédibilité face à l'industrie et auprès du public. En 1904, Leland devint président et directeur général de la Cadillac Automobile Company, qui devint l'année suivante la Cadillac Motor Car Company. La même année, Leland créait un nouveau modèle à moteur 4 cylindres. 5 ans plus tard, Cadillac fut acheté par GM. Seulement 2 ans après la création de GM, les banquiers convoquèrent Durand et les cadres des divisions. Ces derniers voulaient en savoir plus sur les comptes et sur la situation financière de la General Motors, qui se détériorait rapidement. Wilfred Leland, le fils de Henry, fut le dernier à s'expliquer et parvint à présenter la firme Cadillac sous un jour tellement positif qu'il retourna complètement la situation. Résultat, les banquiers demandèrent à Durand de quitter son poste. Mais la General Motors subsista et Buick put conserver sa position stratégique dans le groupe. Cadillac proudly presents for 1956 the most inspiring motor cars the world has ever seen. An inspiration in beauty and luxury. With styling long, low, and graceful, with exciting highlights of chrome and gold, and with interior fabrics and leathers of rare richness and pattern. An inspiration in performance. With a completely redesigned Cadillac engine developing 285 and 305 horsepower. See and drive the new Cadillac for 1956, now in your Cadillac dealer's showroom. The most inspiring motor car the world has ever seen. À l'émission précédente, nous avons appris que le nom Cadillac provenait d'un explorateur français du nom de Lamotte Cadillac et s'est marié à Québec en 1687. La première Cadillac, appelée le modèle A, a été conçue en octobre 1902 par Henry Martin Leland et son fils Wilfred. En 1904, Leland devient le directeur général de la Cadillac Automobile Company et créa au même moment un nouveau moteur 4 cylindres. En 1910, suite à la mort d'un dénommé Brian Carter, causé par un retour de manivelle en voulant démarrer une Cadillac, Leland demanda à ses ingénieurs d'étudier en priorité un démarreur automatique. Theoretically, this damn thing ought to work now. And it does, too. Vers 1911, la vogue du 6 cylindres en ligne battait son plein en Europe comme aux États-Unis. Wilfred, le fils d'Henry Leland, voyait plutôt les avantages d'un 8 cylindres en V, beaucoup plus rare. Plusieurs constructeurs l'avaient essayé, mais le seul à fabriquer un V8 en série était de Dion-Bouton, en France. Le premier V8 de Dion est apparu en 1910. Le V8 de Dion-Bouton fut étudié de près par David McCallwhite, ingénieur chargé de dessiner le nouveau V8 Cadillac. Il reprit la conception de base du V8 de Dion en y ajoutant des qualités de légèreté, rigidité et facilité d'entretien propres à Cadillac. Elle fut présentée en 1914. En 1915, les modèles 4 cylindres furent supprimés. La présentation de la Cadillac V8 coïncida avec le déclenchement de la Première Guerre mondiale en Europe. Cependant,
l'industrie américaine n'y fut pas totalement engagée. Pendant les années de guerre, elle put continuer ses activités. La production chez Cadillac passa à 18 000, puis 20 000 voitures par an, toutes des V8. « 1908 fut une année mémorable à plusieurs niveaux pour l'industrie. Elle vit non seulement l'apparition du modèle T, le Tin Lizzie de Ford, mais aussi la création d'une firme d'un nouveau genre, la General Motors, fondée par un natif de Boston, William C. Durant. Déjà, Cadillac était réputé pour la précision de ses pièces, et dès 1909, General Motors et William Durant achetèrent la compagnie Cadillac Motor Car Company pour la somme de 5,5 millions de dollars. Bien que le fondateur de la General Motors, William Durant, perdit sa place à la demande de ses banquiers, il continua à jouer un rôle actif dans l'industrie automobile. Le résultat, Durant racheta la Chevrolet Motors Company. En 1917, il se retrouva à la tête d'un nombre suffisant d'actions grâce à la Chevrolet Motors pour reprendre le contrôle de la General Motors. Ainsi, les journaux titraient « Chevrolet achète GM ». William Durant ne tarda pas à s'opposer aux deux Lelen, qui furent contraints de démissionner. C'est alors que les Lelen fondent la Lincoln pour produire des moteurs d'avion Liberty et quelque temps après des automobiles de luxe. Malheureusement, les Lelen perdent le contrôle de la compagnie. C'est alors Henry Ford et son fils Edsel qui reprennent les rênes. Henry Martin Lelen est né à Barton, au Vermont, et décéda en 1937 à l'âge de 94 ans. Il a donné naissance aux deux plus prestigieuses automobiles américaines. Malgré la compétition internationale, les noms de Lincoln et Cadillac resteront toujours des symboles de prestige.